Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une enquête des plus cruciales. Notre équipe d'investigation a mis au jour une menace inquiétante. Un individu du nom de Julien D'Alessandro, dont les intentions semblent graviter autour d'un projet sinistre. Celui d'orchestrer une guerre raciale. Cependant, il est important de noter que dans le cadre de nos recherches, nous avons découvert des liens et des associations entre Julien D'Alessandro et certains acteurs politiques, qui tentent désespérément de nous faire passer pour un groupuscule terroriste, dans le but de décrédibiliser nos révélations. Nous nous attarderons sur ces connexions de manière objective et factuelle, sans tirer de conclusions hâtives ni faire de déclarations diffamatoires. L'objectif de cette vidéo est d'examiner attentivement les éléments que nous avons découverts et de vous permettre de vous forger votre propre opinion. Nous nous engageons à rester dans le cadre de l'information et de la transparence tout au long de cette enquête. Salut à tous. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Julien D'Alessandro et effectivement oui, c'est moi qui me cache derrière le compte Valeurs Occidentales, du moins qui se cachait derrière le compte Valeurs Occidentales. Je peux parler à l'imparfait dans ce cas de figure car j'ai dû fermer ce compte provisoirement car voilà, j'avais une fatwa sur ma tête. Cette fatwa a été posée par le groupuscule islamiste Tajmat, que vous connaissez maintenant tous. Outre les accusations totalement ridicules et grotesques, que nous rejetons avec la plus grande fermeté, il est important de connaître la genèse des événements. Sur le réseau social, X, anciennement Twitter, un profil nommé Valeurs Occidentales partageait régulièrement des fake news à l'encontre de la diaspora maghrébine. Visant principalement l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, nous avons débunké la majorité de ces fausses publications. Nous n'avons pas plus prêté attention à ce compte au mois de mars car ce type de compte est légion sur les réseaux sociaux, et nous étions occupés à nous renseigner sur le canal FR des Terres, un groupe rassemblant des sympathisants néo-nazis, qui évoquait pour certains des projets d'attentats. Le 8 avril 2023, il avait pris la défense du canal FR des Terres, tout en nous qualifiant de groupuscule islamiste. Nous avons donc décidé de poursuivre nos investigations sur le compte Valeurs Occidentales. Le 28 avril 2023, nous avons révélé sa manipulation des groupes identitaires et son plan qui consiste à aboutir à un attentat, dans le but de déclencher une guerre ethnique. Visant plus ou moins toutes les ethnies, nous avons remarqué une recrudescence des publications à l'encontre de la diaspora maghrébine. Cependant, outre le fait d'attaquer la diaspora via ses pages, il affirme sur son canal Telegram utiliser sa visibilité afin de « jeter en pâture les nazis aux musulmans », selon ses dires, espérant même aboutir à un deuxième Samuel Paty. Faites le calcul de personnes qui pourraient se mettre à la recherche de votre famille si je divulguais seulement le quart de ce que je sais sur vous. Ça va être apocalyptique les têtes des familles qui vont tomber. Un par un, votre famille va devoir se cacher, je vais utiliser vos posts d'islamophobes pour monter la tête aux muses contre vous, eux, les antifas, ça va être majestueux. Hier, un militant de Marseille m'a supplié de retirer une capture d'écran de sa story Instagram. En 3 heures de temps il avait déjà reçu une vingtaine de menaces de mort, juste pour avoir divulgué son pseudo. Beaucoup connaissent ma vraie identité, beaucoup savent que je ne suis pas un petit joueur, mon passé carcéral et mon acharnement démesuré envers l'injustice. Je ne veux pas que ça soit la PJ qui vous trouve, la répression est néante. La vraie justice se fera grâce aux musulmans de la France entière, le téléphone arabe ça marche du tonnerre, et accessoirement les muses belges aussi. Je bosse avec une personne ayant accès au fichier central donc c'est relativement rapide. Il voulait dox les gens pour les afficher, femmes et enfants compris, auprès des musulmans français et belges et espérait des Samuel Paty. Au fil des recherches, nous avons au départ pensé qu'outre le fait de vouloir déclencher une guerre ethnique, son but était également de lutter contre l'antisémitisme, mais nous avons découvert qu'il ment sur ses origines et a un but politique, nous reviendrons dessus plus tard. Haïssant plus particulièrement l'islam et les Maghrébins. Il avait simulé une fusillade dans sa ville, afin de convaincre les habitants que les musulmans sont dangereux. Nous reviendrons également dessus plus tard,
car cet article est très intéressant pour la suite. Sur ses anciennes publications, Julien ne cache pas la haine qu'il a envers l'islam. Les identitaires sont les idiots utiles de Julien, il les utilise afin de les pousser à attaquer la diaspora, et jette en pâture les identitaires à la diaspora, pour créer un affrontement. Vers le 20 avril, Julien d'Alessandro via son compte Valeurs Occidentales, avait menacé un Maghrébin en mentant sur lui, il avait demandé si des hommes de West Casual pouvaient s'occuper de lui. Au même moment, il menaçait également un patriote de le jeter en pâture à la diaspora. Jeudi 27 avril 2023, nous l'avions confronté afin d'obtenir sa version des faits. Tel l'apôtre Judas qui trahit Jésus, Julien nous a directement proposé de collaborer et était prêt à balancer l'ensemble des identités qu'il avait récoltées. Il espérait qu'en échange, nous le laissions tranquille. Voici un exemple des données que nous avons reçues. Il n'a pas hésité une seconde à nous fournir les identités de certains administrateurs des groupes identitaires. Devant les faits et notre refus d'accepter sa lamentable et piètre collaboration, ce lâche a tenté une dernière manœuvre en créant des faux screens à notre encontre. Après la publication de notre dossier, 3 événements ont retenu notre attention. Le premier fut une série d'accusations directes à notre encontre, qualifiant notre groupe de « groupuscule islamiste terroriste », prétendant que nous agissions sous taquilla et suggérant des liens avec les frères musulmans. En parallèle, Julien d'Alessandro est apparu au centre de notre enquête en fabriquant des fausses captures d'écran, tout en protégeant d'une manière étrange le canal FR des Terres. Le troisième élément perturbateur fut l'appui inattendu de certains influenceurs identitaires en faveur de Julien, malgré les preuves accablantes de ses agissements. Du 28 avril, date de la publication de notre premier dossier, au 2 mai 2023, notre attention s'est particulièrement portée sur Jean Messia. Il a ardemment soutenu Julien d'Alessandro, allant jusqu'à réclamer une enquête sur notre plateforme. Cette demande nous a surpris, car le véritable problème résidait dans le sinistre projet de Julien, et non dans notre plateforme. De plus, tout comme Julien, Jean Messia a utilisé les mêmes arguments pour nous accuser d'antisémitisme et de pratique de la taquilla, allant même jusqu'à inventer des faits. Nous nous sommes posé des questions troublantes. Julien bénéficiait-il d'une protection? Pourquoi cet individu reçoit-il un tel soutien, alors que des affaires bien plus graves n'ont suscité aucune réaction? La trahison de Julien envers certains groupes identitaires nous a permis de recueillir de nouvelles preuves de la part d'autres groupes nationalistes, choqués par sa trahison et ses actions. C'est ainsi que nous avons pris la décision de pousser notre enquête encore plus loin, plongeant toujours plus profondément dans les méandres de cette affaire complexe et déconcertante. Né le 25 août 1986 et résidant dans la ville de Hanu en Belgique, Julien était scolarisé au sein de la même ville et était un enfant banal. Lors de son adolescence, Julien recherchait constamment l'attention sur lui. Surnommé le Rémi Gaillard du pauvre, il dérangeait constamment son voisinage, imitait ses sketchs afin d'avoir de la visibilité. Mais ces pitreries n'ont pas eu l'effet escompté et a décidé d'arrêter de se ridiculiser. Il travaillait en parallèle dans l'entreprise de son père, spécialisée dans les secteurs de la transformation, rénovation et aménagement de maisons. Cependant, à mesure qu'il grandissait, des comportements troublants ont commencé à émerger. Julien a toujours été attiré par la manipulation, il aimait contrôler les gens. À l'âge de 26 ans, il a décidé d'étudier l'hypnose, et était devenu hypnothérapeute à 28 ans, selon ses dires. En 2016, 2 ans après, Julien était devenu éducateur et était membre de l'enseignement, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Son parcours aurait pu s'arrêter là, mais Julien n'était pas satisfait de sa vie, depuis petit, il souhaite être remarqué, adulé de tous, et les activités qu'il effectuait ne lui permettaient pas de manipuler la masse. Julien était conscient que son expérience, en tant qu'éducateur et hypnothérapeute pouvait grandement l'aider, il connaît la réceptivité des gens, il a décidé de se tourner vers la politique. Julien rejoint le parti de la droite conservatrice. Au sein du groupuscule, Julien d'Alessandro s'est rapidement démarqué par ses talents en communication,
ce qui lui a valu d'être promu porte-parole du parti de la droite conservatrice. Mais cette montée en puissance a été de courte durée. Des tensions internes graves ont secoué l'organisation, et le passé trouble de Julien a refait surface. En 2016, Julien D'Alessandro a été condamné à 16 mois de prison pour le harcèlement de son ex-femme. Entre 2015 et 2016, il inondait les médias sociaux de dizaines de publications par jour, harcelant et menaçant sa femme. Une source anonyme, que nous nommerons X, nous avait informé de ces faits avant même que nous ne trouvions cet article. X nous a également révélé que la situation était devenue si insoutenable, que sa femme avait dû fuir en France pour échapper à son emprise, car Julien l'a poussée au suicide. Suite à sa condamnation, Julien avait l'obligation de suivre un traitement médico-psychologique, une interdiction formelle de publier sur Internet. Le parquet a décrit Julien comme étant une personne narcissique, qui fera tout pour nuire, et pourrir la vie d'une personne qui le contredira. Le parquet ne s'était pas trompé, car depuis notre révélation du premier dossier, Julien nous attaque quotidiennement, au point de le pousser à établir un plan visant à nous assassiner, mais nous y reviendrons plus tard. Toujours en 2016, Julien avait été arrêté, après avoir circulé en voiture et armé d'un pistolet mitrailleur factice, en pointant son arme sur des passants, notamment sur des mineurs. Il avait déclaré qu'il s'agissait d'une blague, mais son profil nous oblige à avoir des doutes sur ses intentions, surtout lorsqu'on connaît la haine viscérale qu'il entretient envers l'islam. Nous avons pu nous procurer via notre source anonyme X, son ordonnance de mise en liberté sous condition. En 2020, Julien a été condamné, et écroué après avoir incité à la haine envers une ethnie. Suite à ces éléments, la chef du parti de la droite conservatrice, Valérie Appeltan, a décidé de licencier Julien. Bien qu'il possédait des atouts dans la communication, il avait également créé de nombreux faux profils pour harceler des femmes, se servait d'elles pour des ambitions politiques, et le parti avait également pointé du doigt sa dépravation. Après son éviction du parti de la droite conservatrice, Julien D'Alessandro s'était totalement radicalisé. Il avait annoncé sur ses réseaux sociaux la création d'une milice, afin de chasser les musulmans de la Wallonie. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'il s'invente des menaces pour justifier ses faits. Pour légitimer la création d'un nouveau parti, il avait également annoncé avoir contacté des journalistes car il était censuré par les réseaux sociaux. Il souhaitait être vu comme censuré du système, et accréditer le fait qu'il lutte contre le système pour les intérêts de la population. Nous avons également découvert que cet article est faux, et qu'il a été entièrement rédigé par lui-même. Voyant qu'il n'avait quasiment aucune chance de rentrer dans le parti du Vlaams Belang, Julien a décidé de fonder son propre parti, la Force Wallonne. La radicalisation de ses actes et de son discours ne fait aucun doute, il affichait publiquement ses idées. D'ailleurs, Julien n'a aucune conviction morale, éthique ou religieuse. Il avait modifié la croix inversée qu'il avait sur son pectoral afin d'y apposer une croix celtique, mais ose ensuite vanter le christianisme ou le judaïsme, pour encore une fois, manipuler ceux qui l'entourent. Suite à ces méfaits, beaucoup de nationalistes belges étaient au courant de ses actions et ne souhaitaient pas être affiliés à lui, il a donc décidé de se tourner vers la politique française, afin de continuer sa propagande. Il préparait une marque de vêtements afin de créer un mouvement d'ultra-droite, basé sur les valeurs occidentales. Notre source anonyme nous a fourni des éléments permettant de confirmer son projet. Il avoue dans une vidéo destinée à son cercle restreint, que suite à sa fichesse pour terrorisme, il était obligé de suivre cette voie, car toutes les portes lui sont fermées. J'ai été en prison, là je risque encore d'y retourner, et voilà, s'il faut que j'y retourne à nouveau, j'y retournerai, mais ça ne va jamais rien changer à ce que je pense, et à ce que je continuerai toute ma vie à faire, parce que je suis fait pour ça, j'ai été créé pour ça, et je ne sais rien faire d'autre. Et quand je vous dis que je ne sais rien faire d'autre, vous savez très bien que je sais faire plein d'autres choses. J'étais dans l'enseignement, j'ai été hypnothérapeute, j'ai fait plein d'autres choses. À nouveau, j'ai aidé le peuple et à nouveau, j'ai aidé les gens. Donc maintenant, on m'a mis un frein juridique, voilà, parce que je suis fiché S, classe hétéro. Je vois pas trop pourquoi, mais bon, en attendant, moi je peux plus exercer ni dans une école, ni en cabinet, ni nulle part, parce que voilà, mon image, elle a été salie, trahie, et tout ça, c'est à cause de la justice. Donc... Plusieurs personnes ont accepté de devenir mannequins pour sa marque.
dont une policière qui déteste les Maghrébins, selon ses dires. Alors en fait, l'autre au-dessus, c'est une agent de police. Elle est sur le terrain dans le 93 et elle en peut plus des bougnoules. Donc elle m'a dit qu'elle voulait bien m'aider. Donc voilà, c'est quand même voilà, des belles filles, quoi. Donc il faudrait que j'ajuste des t-shirts qui soient interpellants. Et en fait, la flic, ouais, celle-là, elle est Miss Fitness. Donc, et elle fait 1m82. Du coup, je lui ai dit, si tu peux prendre des photos avec les t-shirts. En parallèle, il multipliait les faux comptes sur les réseaux sociaux, afin d'harceler, menacer et diffuser énormément de fake news pour appuyer son idéologie. Pendant que nous étions en train de récolter les éléments que nous vous présentons, Julien n'avait pas supporté que nous exposions ces méfaits publiquement. Il a donc décidé de rechercher nos identités, en proposant 700 € pour quiconque permettant de nous retrouver. Notre source nous a alertés sur le fait qu'il souhaitait nous faire tuer. Nos recherches ont également permis de confirmer son projet d'assassinat. L'une de nos nombreuses sources, que nous appellerons Y, a tenu à nous expliquer qu'il connaissait la folie de Julien. Bonjour, donc voilà, je vous explique la situation. Moi, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai été mêlé dans cette histoire. Le mec est complètement taré. Donc, quand il a débarqué, après avoir cherché, moi, je suis belge, je suis de. En fait, il fait qu'il habite à côté de. Je me suis un peu renseigné sur ce type. Tout le monde m'a dit la même chose. En fait, c'est un taré fini, qui a déjà eu des emmerdes avec la justice. Tous les gens qui le connaissent m'ont dit pareil, quoi. Donc, comme vous savez, quoi, se déguiser en musulman avec une fausse calache en plastique et faire des tours en voiture, ça c'est la raison pour laquelle il s'est fait choper et qu'il est monté en prison. Le mec fait tout et n'importe quoi. En fait, il est pas stable du tout. Donc ici, il était dans un parti flamand qui s'appelle le Vlaams Belang, qui sont des séparatistes flamands alors que lui est wallon. Oui, je vois très bien qui est Bruno Attal. Il s'est vanté plusieurs fois d'avoir son contact et d'être en contact avec lui, et je pense que c'est vrai. Tout ça c'était par vocaux. Je dis, le problème c'est que les conversations privées, il les a toutes supprimées, donc je n'en ai pas comme ça. Maintenant, je pense que l'autre monsieur, le fameux peut-être encore des screens, des informations, parce que Le témoin Y a affirmé que plusieurs éléments ont été supprimés, mais nous avons pu nous procurer des preuves textuelles et des enregistrements audio, via notre autre source, X. De plus, les éléments qu'ils nous ont fournis a également révélé des surprises, telles que des menaces envers des élus et des liens avec le canal FR des Terres, dont nous avions parlé au début du reportage. Avant d'aborder le plan de Julien d'Alessandro, consistant à nous assassiner, nous devons passer en revue les actions de Julien, afin de comprendre la manière dont il procède pour menacer ou faire taire ses opposants. Julien a maintes fois affirmé qu'il avait un contact au sein de la police, et qu'il n'hésitait pas à jeter en pâture ses ennemis. Une affaire a attiré notre attention. Il avait notamment déclaré qu'il diffuserait l'adresse d'un Maghrébin, car celui-ci aurait prétendument menacé Damien Rieu et Pierre Sautarel, le fondateur de la revue de presse F de Souche. Les accusations à l'encontre de ce jeune homme étaient fausses, il avait simplement un problème personnel avec lui. Je sais plus comment tu t'appelles, je suis resté 4 minutes sur ton direct. Avec ma copine, on te regardait et je me suis dit c'est juste pas possible. C'est que t'étais autrement, quoi, tu vois. Okay. Enfin, j'étais stupéfait, quoi. Julien avait déclaré qu'il faut pousser le jeune homme à déposer plainte contre lui, afin d'obtenir son adresse. Concernant cette affaire, notre source Y a affirmé que Julien était en contact avec Bruno Attal, celui-ci nous a transmis un vocal de sa part. Dans cet audio, nous pouvons entendre Bruno Attal affirmer que pour obtenir une identité, il suffit de déposer plainte. Ouais, c'est adorable, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un message. Mais pourquoi il veut une reconnaissance? Pourquoi il veut savoir qui c'est, il dépose plainte, on saura vite fait qui c'est, hein. Notre question est la suivante. Un policier peut-il pousser une victime à déposer une plainte afin de diffuser le procès verbal mentionnant son adresse? Nous ne faisons que soulever cette interrogation. Un autre fait troublant daté du 23 juillet 2023 concerne un doxing à l'encontre d'un autre individu d'origine maghrébine. Un compte dénommé Alerte Info sur Twitter, qui relaie des actualités. Ce compte Twitter, Alerte Info,
était fréquemment pris pour cible par Julien D'Alessandro et Bruno Attal, notamment depuis le 2 avril 2023, date à laquelle il avait relayé notre enquête sur l'affaire FR des Terres. Le 13 juin 2023, notre source anonyme, X, nous a alerté concernant une attaque visant ce compte. Nous avons directement alerté celui-ci en message privé, afin de l'avertir sur le risque en cours. Le compte Alerte Info avait également fait un communiqué, en affirmant que Bruno Attal le menaçait de divulguer son identité. Le 29 juin 2023, Julien D'Alessandro avait créé un faux compte imitant le vrai compte Alerte Info, afin de le discréditer et salir par la même occasion, la mère de Naël. Près d'un mois après, le 20 juillet, notre source, X, nous a averti que le doxing du compte Alerte Info est imminent, et qu'il recherchait encore nos identités. Le 23 juillet 2023, à 7h56, soit 3 jours après, Julien D'Alessandro via son compte Valeurs Occidentales, avait diffusé l'identité présumée du compte Alerte Info. Le jour même, à 15h58, Bruno Attal diffuse également le doxing du compte Alerte Info. Tout comme Julien, Bruno Attal affirme également avoir la photo du détenteur du compte Alerte Info. Peu de temps avant cette affaire, lors du drame de Nanterre, nous avions évoqué le tweet du syndicat France Police, qui s'était réjoui de la mort de Naël. Nous avions également affirmé que Bruno Attal était le secrétaire général adjoint de ce syndicat. Il était très certainement l'auteur de cette immonde publication. Sans surprise, Julien D'Alessandro, via son compte Valeurs Occidentales sur Telegram, s'est empressé de défendre celui-ci, tel un Doberman qui protège ses maîtres. Il avait affirmé que ce n'était pas bon de s'en prendre à un policier, ayant accès à l'ensemble des données. Cette déclaration est également très suspecte. La polémique avait enflé, au point où Julien nous avait accusé d'être à l'origine de la suspension du compte du syndicat, et que nous aurions selon lui, interpellé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour procéder à la révocation de Bruno Attal. Le 28 juin 2023, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, confirme la révocation de Bruno Attal et confirme également qu'il était l'auteur du tweet, dénoncé précédemment. Il est intéressant de constater qu'au sein de ce prétendu syndicat de police, le secrétaire général de celui-ci, Michel Toury, est soupçonné de fournir des informations à la LDJ. Nous sommes en droit de nous demander si d'autres policiers de ce syndicat agissent de la même manière. Nous avons également constaté qu'il republiait souvent les publications du compte Valeurs Occidentales. D'autres éléments ont également attiré notre attention. Bruno Attal est également connu pour ses nombreuses attaques envers certains élus, tels que Louis Boyard et Sandrine Rousseau. Nous avons récemment découvert que Julien D'Alessandro est l'instigateur de la diffusion de l'adresse personnelle de Louis Boyard. Cette information nous a été transmise par un autre groupuscule identitaire, qui a appris via notre dossier que Julien nous fournissait leur identité. Il était donc considéré comme un sale traître. Il se vantait également d'avoir harcelé Louis Boyard, en appelant directement l'Assemblée nationale et continuait ainsi pendant des mois, avant de diffuser son adresse sur les réseaux sociaux. J'ai appelé en fait l'Assemblée et j'ai demandé à parler à Louis Boyard pour lui dire que en fait Louis Boyard avait passé la soirée chez moi et je dis au gars de laisser ça comme message que Louis Boyard a passé la soirée chez moi et qu'il avait laissé sa pipe à crack à la maison et voir s'il voulait que je lui rapporte ou pas. Et on entend le mec, il dit non, Louis Boyard n'est pas disponible pour vous, qui dit un truc comme ça, je sais plus. Monsieur Louis Boyard, ça ne répond pas actuellement. Ah, ok. Je peux juste laisser un message pour que vous lui... Vous laissez le message, monsieur. C'est parce qu'en fait... Non, monsieur, je ne prends pas de message, monsieur. Au fil de nos recherches, un compte parodique sur les réseaux sociaux, nommé Sardine Ruisseau, a également fait beaucoup parler de lui. Bruno Attal avait dénoncé la suspension de ce compte, et Damien Rieu était longuement soupçonné d'être derrière ce compte. Nous avons découvert que c'est encore une fois Julien qui est derrière ce compte. Outre le fait que les expressions sont similaires, lors de nos investigations beaucoup plus poussées, et dont nous ne pouvons vous révéler l'obtention de cette preuve, nous avons découvert que Julien avait commis une erreur.
Il avait enregistré l'adresse mail du compte parodique, Sardine Ruisseau, sur sa facture. Le numéro de téléphone relié à la facture est le même numéro de téléphone que Julien avait fourni lors de sa commande pour lancer sa marque de vêtements, Valeurs Occidentales. D'ailleurs, le compte Sardine Ruisseau étant inactif depuis 1 an, a été réactivé, dès lors que Julien avait déclaré sur son compte Valeurs Occidentales, avoir nettoyé et réactivé un autre compte. En parlant de Damien Rieu, Julien D'Alessandro avait affirmé sur Facebook qu'il avait appelé ce matin celui-ci, avant le débat opposant Lilia Bouziane et Damien Rieu, sur l'émission Touche pas à mon poste. Le 12 juin et 18 juin 2023, Julien D'Alessandro avait publiquement apporté son soutien envers Damien Rieu pour son procès contre Benzema, et avait affirmé se déplacer pour le soutenir. Damien avait lancé une énième cagnotte auprès de ses abonnés et expliquait les raisons de ce procès. Cependant, nous avons remarqué que Damien avait utilisé une fausse capture d'écran créée par Julien, afin d'affirmer qu'il était sous le joug d'une menace de notre part et que nous souhaitions nous en prendre à sa famille. Les arguments concernant des prétendues menaces sont les mêmes que Julien, cela nous rappelle les mêmes fausses accusations en 2022, lorsque Damien Rieu et Éric Zemmour avaient prétendu que nous avions menacé une CPE, et évoquaient le drame de Samuel Paty. Accusation que nous avons également démentie car lors de cette affaire, nous avions prévenu le rectorat du comportement de la CPE à l'encontre d'une élève et n'avions diffusé aucune information personnelle de celle-ci. Pour preuve, malgré les nombreux signalements fallacieux à notre encontre, nous n'avons eu aucun problème avec les autorités, contrairement à une internaute, qui a diffusé l'identité de la CPE et a été interpellée dès le lendemain. Il est d'ailleurs étonnant de voir Damien Rieu surfer sur les accusations de terrorisme, alors que le terroriste de Christchurch était un membre bienfaiteur de Génération Identitaire, un groupuscule dont Damien Rieu était le cofondateur. Que ce même groupe était visé par les États-Unis pour terrorisme. Que le 29 octobre 2020 à Avignon, un membre de Génération Identitaire avait voulu commettre un attentat raciste. Que Adrien Lassalle, un fiché S, et ancien cadre de Génération Identitaire, avait poignardé 2 personnes. J'ai mis ses droites, c'est la meuf là. Rien à foutre, meuf, pas meuf, c'est des rebeux. Marché de Boisienne, c'est où il y a tous les de l'île qui vont. Tu voles un dimanche en voiture, mais tu fais un bordel. Charlie Hebdo à côté, c'est de la piste de chien. Tout ça, merde. Ok, d'accord. Fond de 5e. Là, t'aurais l'air sur papier. Avant de vouloir taxer fallacieusement des individus de terrorisme, il faut d'abord regarder son propre miroir. Après le premier procès opposant Damien Rieu et Karim Benzema, Julien s'est réjoui de la décision de justice en faveur de Damien. Il continuait au point de créer un mème à notre rencontre. Un mème créé par Julien, que Damien a republié par la suite sur son profil. Au vu de ces éléments, nous pouvons émettre des doutes sur les instigateurs des autres harcèlements et doxing ayant eu lieu auparavant, tels que la journaliste Faiza Ben Mohamed, le député Taché, ou la journaliste Sarah Frick, qui a été licenciée et harcelée, après que ses informations personnelles aient été diffusées sur les réseaux sociaux. Un compte dénommé Julien avait également participé à l'harcèlement. Une plainte à l'encontre de Damien Rieu est d'ailleurs en cours. Concernant Jean Messia, outre les publications que nous avons montrées au début du reportage, il avait fait une publication mentionnant son institut Vivre Français, demandant à ses followers de soutenir Julien D'Alessandro. Partagerait-il une même haine, au vu de son tweet daté de 2015 où il s'étonne que 5 millions de musulmans ne sont pas fichés S. Ou bien ce tweet daté de juin 2020, lorsque Jean Messia avait apporté son soutien envers une soignante ayant subi des violences policières, et s'était insurgé car selon lui, la victime était martyrisée car elle était blanche. Puis avait immédiatement retiré son soutien tout en essayant de décrédibiliser les violences qu'elle a subies, lorsque l'identité de la victime a été divulguée. Ce retrait soudain de soutien, serait-il car l'infirmière s'appelle Farida? Tout comme Pascal Praud, nous posons simplement la question. Pose la question, j'ouvre le débat.
Le secrétaire général Cédric Vella, de l'Institut Vivre Français, fondé par Jean Messia, est également présent dans un groupe Telegram, où des messages néo-nazis sont diffusés. Vous remarquerez que Julien D'Alessandro n'est jamais loin de certains influenceurs controversés. D'après notre source, X, qui a fourni bon nombre d'éléments concernant Julien, nous a également affirmé que Julien était en contact avec Bruno Attal, Damien Rieu et Jean Messia. Selon cette même source, Bruno Attal a des ambitions politiques et souhaite obtenir un poste en 2027. Damien Rieu, quant à lui, serait en contact avec Julien mais aurait pris ses distances avec lui, voyant son instabilité mentale. Julien D'Alessandro, quant à lui, se servirait des 3 personnes précédemment citées, afin de gagner en crédibilité, obtenir nos identités grâce à Bruno Attal, car celui-ci était policier et souhaite devenir journaliste, pouvant ainsi obtenir des procès-verbaux tout en protégeant ses sources. Plus de 2 mois après les affirmations de notre source, X, Julien D'Alessandro affirme lui-même sur sa publication, le 1er octobre, que Bruno Attal attend sa carte de journaliste pour diffuser des prétendues identités. Nous réfutons ces accusations concernant un prétendu doxing envers Bruno Attal. Et voilà, maintenant il faut faire du lobbying. Et tu as en plus quelques affaires croustillantes, j'imagine. Parce Oui, que tu fais de l'investigation. J'attends ma carte de presse pour faire des belles révélations et pour pouvoir sortir des trucs que personne ne peut dire. Des gros dossiers. J'aime beaucoup les révélations. Hein. Moi je suis le voici. Je suis le voici des journalistes. Donc il y en aura qui vont arriver. Bah, j'ai sorti quand même pas mal de choses, tu vois, la vidéo de l'assassinat sur Marseille, c'est moi qui la sors. Moi, je sors pas mal de choses. Et c'est vrai que je ne peux pas trop le revendiquer aujourd'hui parce que je fais la carte de presse. Et moi, il est hors de question que je mette en péril les policiers. Tu sais, si les policiers me donnent des informations, je reçois à peu près 10-15 informations par jour. Et je ne peux pas les traiter parce que je mets en péril mes collègues, puisque je n'ai pas le secret des sources. Mais quand j'aurai la carte de presse, j'aurai le secret des sources et là je pourrais dire... Merci à toi, cher Bruno. L'obtention des identités permettra à Julien d'aboutir à son plan d'assassinat, que nous abordons dès maintenant. Suite à des recherches totalement hasardeuses de sa part, Julien a affiché n'importe qui, nous avons dénombré pas moins de 27 identités différentes. La première personne affichée par Julien était une personne en situation de handicap. Nous avons dû contacter en urgence la personne, ainsi que son employeur afin de la protéger. Créant plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, il pensait bêtement que tout internaute ayant republié plusieurs de nos publications, faisait partie de notre plateforme, et décidait de publier leur profil pour les menacer. Accusant à tort et à travers, il affirmait que nous étions d'abord algériens, puis marocains, puis tunisiens, kabyles, rifins, de Mostaganem, etc. Affirmait que cette association était la nôtre. Que cette boutique également. En bref, toute page communautaire ou individu arborant un Yaz, était selon lui, un membre de notre plateforme. Il savait qu'il n'avait pas accès à nos identités, mais Julien s'en fichait, il voulait commettre des dommages collatéraux envers des innocents, dans l'unique but de nous blesser. Tout comme ses anciens opposants, il souhaitait jeter en pâture nos identités afin que nos familles soient menacées, et que nous nous fassions tuer. Croyant pour la 23e fois avoir eu nos identités, il avait créé un énième compte afin de nous poser un ultimatum. La suppression totale de notre enquête ou la diffusion de nos identités. Nous ne cédons pas aux tentatives d'intimidation, d'autant plus qu'il n'avait rien sur nous, mais l'unique et seul problème étant le fait qu'il vise au hasard des internautes. Nous ne pouvons prendre le risque que des innocents se fassent tuer par sa faute, nous sommes dans l'obligation de les protéger. À la suite des publications hasardeuses de Julien D'Alessandro, les profils étaient diffusés sur certains canaux Telegram, dont un canal qui est le renouveau de FR des Terres. Le fondateur de ce nouveau canal a également été identifié. Sur d'autres canaux néo-nazis, certains membres affirmaient qu'ils ne feraient rien sous moins de 20 000 €, d'autres déclaraient qu'il fallait se renseigner sur le casier judiciaire des identités présumées, car selon eux, le crime pourrait facilement être classé comme un règlement de compte entre trafiquants, si la personne était connue des services de police.
l'affaire était devenue extrêmement grave, nous étions dans l'obligation de réunir nos éléments. Julien avait fourni au groupe Division Martel l'identité de la personne atteinte d'un handicap que nous avons cité précédemment. Comme le révèle le média Street Press, malgré l'erreur d'identification de nos membres, rien ne semblait les arrêter. Cette division de lâches est connue pour agresser en groupe d'une vingtaine de personnes, de très jeunes adolescents d'origine maghrébine près des lycées, en région parisienne. Le 20 avril, ils avaient lynché des adolescents âgés de 13 et 16 ans. Par conséquent, le numéro 2 de la division Martel, Pierre Coudeville, situé à Arcueil dans le 94 en France, a été identifié. Tristan, qui souhaitait s'en prendre à la personne atteinte d'handicap, est également identifié. Un autre membre de la division Martel, Mathis de Saint-Rémy, qui était co-gérant du groupuscule FR des Terres, a également été repéré. Nous l'avions détecté au mois d'avril et avons récupéré son passeport lors de ses études en Turquie. Il a fui le pays lorsque l'affaire FR des Terres a été publiée et s'est réfugié en campagne française avant de retourner à Suresnes dans le 92. Nous gardons les identités des autres membres sous le coude, dans le cas où certains groupuscules souhaiteraient continuer à s'en prendre à des Maghrébins. À la suite de cet harcèlement quotidien, la folie de cet homme ne s'est pas arrêtée là. Dans une publication datée du 14 juillet 2023, il commençait à faire des allusions sexuelles à des femmes qui portaient le voile. Nous savions que ce comportement était une provocation. L'une des filles harcelées par Julien, mineure au moment des faits, nous a contactés et nous a transmis l'intégralité du message privé qu'elle a reçu. Julien avait avec un de ses comptes privés, envoyé une vidéo d'une de ses sextapes. Nous le reconnaissons parfaitement sur cet extrait. De par sa faute, des Maghrébins ont également été injustement attaqués. Continuant ses publications diffamatoires, Julien souhaitait qu'un homme d'origine maghrébine obtienne une fiche S, pour cela il a menti sur lui. Ensemble la famille. L'équipe de Blablabla vient de mettre le doigt sur un imam salafiste procédant à la taqiyya à travers TikTok et Instagram. J'ai même pas la taqiyya, tu veux que je fasse la taqiyya. Après avoir fait longue investigation, machallah, ils ont découvert quoi? Nous avons réussi à trouver son nom complet. Allahu Akbar, fallait juste me le demander. Nous sommes tombés sur un site de mise en garde contre les groupes terroristes en contact avec Daesh. Capture d'écran à l'appui. Oh, je flippe de Daesh tout comme vous, je vous le dis tout de suite. Voilà. L'article, il est aussi ridicule que les personnes qui le tiennent. Votre travail, il est zéro. Après une longue investigation, ce qu'ils ont mis dans l'article des screens de 2008, c'est même pas moi en 2008. Bon, je vais pas vous dire j'avais quel âge en 2008, mais vous vous êtes trompé d'Hichem. Que la paix soit sur vous. Une mère de famille d'origine maghrébine aurait également pu perdre l'autorité parentale sur son fils, suite au mensonge de Julien. Ce musulmane risque de se faire fichier S pour avoir forcé son fils à faire le ramadan. Ça, c'est ce que je t'aurais dit si j'étais un gros menteur qui travaillait avec Valeurs Occidentales. Sincèrement, regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu vas voir comment est-ce que ces gens ils font pour manipuler tout le monde, notamment en mentant sur l'islam. Pour commencer, il n'y a jamais eu cet enchaînement de discussions, mais plutôt ça. Allah il voit tout. Je sais, mais je crève de faim quand même. Tu crèves de faim? C'est quoi ce langage? T'as déjà entendu te dire ça? Et s'ils avaient pas coupé la vidéo à 1 minute comme ils l'ont fait, et qu'ils avaient fait l'effort de rester jusqu'au bout, ils auraient non seulement compris qu'ils avaient affaire à un petit garçon, mais ils auraient aussi entendu ceci. Ok, mais j'ai faim. Oh mon amour, je rigole, allez, viens, on va manger. Sincèrement, je savais pas que le mensonge, la manipulation et l'obscurantisme faisaient encore partie des valeurs occidentales. En vrai, je pensais que ça avait changé depuis les Lumières. Et regardez-moi ces hashtags, maltraitance, ramadan, charia. Vous voulez faire peur à qui, sérieusement? Et tout ça pourquoi? Pour vendre des t-shirts avec un casque spartiate alors que vous dites que vous êtes des catholiques? Vous êtes encore plus incohérent que le harf noun dans votre pseudo. Pour justifier auprès des groupes Telegram les agressions envers les Maghrébins précédemment cités, Julien avait également mentionné qu'il a eu accès aux procès-verbaux concernant l'affaire FR des Terres. Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes obligés de vous montrer 2 documents confidentiels, afin de préserver la vie des innocents qui sont injustement visés par Julien. Dans un email daté du début avril 2023, nous avions été contactés par une autorité afin de recueillir les éléments en notre possession, suite à l'affaire FR des Terres. Aucun membre de notre plateforme n'a procédé à des auditions, car contrairement à ce qu'affirme Julien, nos membres sont délocalisés et sont anonymes. De plus, le protocole de sécurité est extrêmement strict.
Le respect absolu de ce protocole est impératif pour assurer le succès de nos opérations. Nous aimerions faire une parenthèse concernant des individus qui se servent de cette affaire, pour jeter en pâture des innocents dont nous n'avons aucun lien, pour régler leurs problèmes personnels, ou pour toute autre idéologie. Notre source nous a informé qu'une femme, prétendument proche de notre plateforme, diffuserait des informations sur nous, mais que celui-ci était dans l'incapacité de savoir qui était cette personne. Ceci étant impossible, comme indiqué précédemment dans notre protocole de sécurité, nous avons donc fait nos recherches et nos équipes nous ont confirmé qu'une individu, présente dans les groupes dont nous avions dénoncé précédemment, cherchait à fournir des informations. Mais moi je veux un vrai chat, tu vois, un vrai canal FRDT rempli de français là, pas rempli de berbères. Vas-y, cassez-vous les berbères, je sais que vous voulez Taj Mahal, genre Taj Mahal il vous a attiré ici. Vive la France, au moins la nourriture française elle est bonne. Ça fait le berbère fier hein, en France, hein, mais quand vous allez dans vos montagnes, vous chialez, vous n'avez rien à manger. Cet individu a été retrouvé. Il s'agit d'une femme âgée de 28 ans, qui par fétichisme envers une ethnie, a décidé de fournir des prétendues informations afin d'obtenir leur confiance, malgré qu'eux-mêmes la rejettent. Confrontée au fait, elle croyait que nous étions derrière d'autres pages dites communautaires, et souhaitait protéger Julien et ses autres comparses, toujours par fétichisme. La gravité de cette affaire nous oblige à décréter que tout individu ou groupuscule, tentant de porter atteinte à la diaspora maghrébine ou la plateforme, menacera une quelconque personne, physiquement ou moralement, et essayera de relier d'une manière fallacieuse, tout individu, d'une quelconque manière, à la plateforme, afin que celui-ci se fasse menacer ou tuer, fera l'objet d'une enquête approfondie et sera, tôt ou tard, d'une journée à une décennie, sur l'ensemble du territoire européen. Retrouvé. Le dossier sera transmis à qui de droit. Fin de parenthèse. Après avoir longuement réfuté le fait que Julien soit derrière le compte Valeurs Occidentales, il a décidé de jouer carte sur table face à notre pile de dossiers et a avoué face caméra, qu'il était bien derrière ce compte. Salut à tous! Alors voilà, je me présente, je m'appelle Julien D'Alessandro, et effectivement, oui, c'est moi qui me cache derrière le compte Valeurs Occidentales. Toutefois, vous connaissez dès à présent le profil de cet individu. Tout comme le célèbre épisode de Breaking Bad, où Walter White se filme face caméra pour établir des fausses déclarations, Julien avait déclaré que nous aurions émis une fatwa sur sa tête, que nous avions tiré à la Kalachnikov sur sa maison, et aurait également fait des fausses déclarations auprès de la brigade antiterroriste belge et la DGSI, pour nous faire incarcérer et dissoudre notre plateforme. Du moins qui se cachait derrière le compte Valeurs Occidentales. Je peux parler à l'imparfait dans ce cas de figure, car j'ai dû fermer ce compte provisoirement, car voilà, j'avais une fatwa sur ma tête. Cette fatwa a été posée par le groupuscule islamiste Taj Mahal, que vous connaissez maintenant tous. Nous allons évoquer ensemble des éléments clés de ces déclarations et débunker ces fausses accusations. J'entends par là que je ne suis pas le seul à avoir été dans le collimateur et visé par Taj Mahal. Il faut savoir que mon ami Bruno Attal est effectivement visé par Taj Mahal, Damien Rieu l'est aussi, Jean Messia notamment. Maintenant, je vous sollicite parce que je n'en ai pas les moyens, tout simplement. Donc, moi, ici, j'ai fait une petite cagnotte pour que vous me donniez un tout petit coup de pouce, parce que moi, tout seul, je ne saurais pas y parvenir. Je sais que c'est pas toujours évident de quémander de l'argent sur les réseaux sociaux. Ici, voilà, je ne sais pas comment faire, en fait, pour pouvoir les dissoudre définitivement. Lors de ses aveux, il a mentionné que ses amis Bruno Attal, Damien Rieu et Jean Messia étaient visés par notre plateforme. Dans un discours rempli de lâcheté et de victimisation, il a également lancé une récolte de fonds afin de procéder à notre dissolution. Celui-ci avait créé un nouveau compte afin de diffuser sa récolte de fonds. Le compte ne suivait personne et était suivi par uniquement 17 personnes, dont Bruno Attal, qui a également été l'une des premières personnes à relayer 2 publications du nouveau compte Valeurs Occidentales. Il est évident qu'un abonnement de sa part et que la republication aussi rapide de 2 publications nous visant, signifie qu'il connaît relativement bien ce compte. Concernant la récolte de fonds,
Il affirme avoir fui en Espagne car il aurait été menacé. J'ai dû déménager, j'ai dû faire mes bagages, j'ai dû quitter le territoire, j'ai dû aller me réfugier en Espagne parce qu'ils ont posé une fatwa sur ma tête. Et voilà, une fatwa, vous savez ce que c'est, hein, on vous jette en pâture et on attend en fait que les campagnes de service aillent vous égorger. Que tous les fanatiques d'Allah fassent leur devoir de bons guerriers, de bons soldats libyques qu'ils sont. C'est faux, Julien est tout simplement en vacances et compte rester en Belgique selon notre source, X. Nous pouvons confirmer les affirmations de notre source, car nos recherches ont effectivement démontré qu'il part tous les ans à Benidorm. Il ose demander à ses suiveurs de l'argent pour survivre, alors que celui-ci se paye des tours en jet ski. Possède un appartement à Benidorm, et s'est également offert une luxueuse suite dans un hôtel. Et il fait toujours aussi magnifique ici. The paradise. California love. Nous vous demandons d'être très attentifs sur cette vidéo, ainsi que cette publication sur son profil. Les deux vidéos filmées par Julien, l'une dans un hôtel de luxe et l'une au sein de son appartement, nous ont permis de le localiser avec précision. La localisation exacte de celui-ci nous permet de constituer formellement le dossier, pour qu'il soit restitué auprès des autorités. Toute fuite est impossible. Les accusations de terrorisme à notre encontre sont infondées et diffamatoires, car n'importe quel groupe terroriste aurait utilisé la quantité d'informations importantes concernant ces localisations, pour neutraliser définitivement Julien. Celui-ci se porte très bien, il utilise d'ailleurs l'argent des donateurs pour payer les services de prostituées. Donc Damien Rieu est visé, Jean Messia est visé et Bruno Attal est visé. C'est pas la première fois que Damien Rieu est attaqué. D'ailleurs, pour le moment, il est dans le collimateur parce que, effectivement, oui, il fait peur pour 2027. Jean Messia, ah oui, le grand argumentaire, l'ancien grand argumentaire du Rassemblement National est dans le collimateur parce que il est un mécréant. Tajma, t'as du mal à le digérer, eh bien, tant pis.
C'est à vous de repartir et remigrer en Algérie, à Mostanagem, dans votre patelin pourri. Et le Doberman de service doit comprendre que nous nous en fichons éperdument des 3 personnes précédemment citées, nous réagissons uniquement lorsque la diaspora est attaquée. Nous rebondissons sur ses propos concernant les élections de 2027, Julien avait affirmé, après la diffusion de sa vidéo, qu'il a reçu une aide financière de 500 € d'un parti politique, qu'il ne mentionne pas. Quelques jours après, il a publié sa carte d'adhérent au sein du parti Reconquête. Sur le site internet du parti Reconquête, il est indiqué que l'article 11, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1988, dispose que la personne physique doit être de nationalité française ou résidant en France. Celui-ci ne réside pas en France et n'a pas la nationalité française. Il est évident que Julien tente de s'immiscer dans la politique française pour mettre en place son plan, consistant à aboutir à une guerre ethnique, mais nous laissons le soin aux autorités d'enquêter sur son entourage. Évidemment, il se cache sous une autre connotation qu'il dénomine en tant que collaborative maghrébine, alors qu'il n'en est absolument rien du tout. Il n'aide absolument personne. La seule chose qu'ils font, c'est doxer les patriotes sur la toile, surtout les patriotes qui dérangent. Concernant les aides auprès de la diaspora, nous n'allons pas nous étaler dessus. Nos actions parlent pour nous. On en profite également pour remercier l'ensemble des personnes qui nous soutiennent, car c'est grâce à la visibilité et la confiance que vous nous accordez, qui nous permettent de progresser. D'ailleurs, comble de la mesquinerie, Julien avait partagé une récolte de fonds destinés au Maroc lors du séisme, pour préparer un potentiel passage sur l'émission Touche pas à mon poste. Ce partage avait pour but de décrédibiliser nos révélations et affirmer qu'il n'avait aucun problème envers les Maghrébins. En regardant de plus près, celui-ci a simplement republié 20 minutes après notre publication. Julien est la personnification de la fourberie. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour sauver un Marocain de la noyade? Non? Tant mieux. Vous êtes anti-police, vous êtes anti-flic, vous êtes des ACAP dans l'âme, parce que tout simplement vous appelez à leur mort. Il suffit de voir ici le résultat des émeutes de Naël, vous n'avez fait que doxer du policier. Je vous invite d'ailleurs à taper dans leur moteur de recherche, si bien évidemment ils n'ont pas supprimé les preuves, le mot police ou policier. Et donc vous allez tomber sur plus de, je dirais 25, entre 23 et 25 tweets appelant à la haine, voire à la mort, de certains policiers. Julien fait référence à des publications concernant des violences policières à l'encontre de la diaspora maghrébine. Notre plateforme est également un média, il est normal de diffuser l'actualité concernant celle-ci. Toutefois, nous n'avons émis aucune menace à l'encontre des autorités, Julien fait simplement référence à l'enquête FR des Terres, et s'insurge que des policiers ont été suspendus de leurs fonctions. Concernant les émeutes de juin, nous avons fait un communiqué et aucun appel délictuel ou criminel n'a été émis. Celui-ci omet de dire que plusieurs personnes ont été interpellées par les autorités, grâce à nos signalements, dont vous pouvez voir ici, les articles qui en parlent. Du reste, parce que je passe mes nuits et mes journées à stalker leurs identités et à en fait les rechercher. Et j'ai décidé, moi, de traîner Tajmat, parce que je vais traîner Tajmat devant un tribunal. Effectivement, personne ne l'a fait jusqu'à maintenant, parce que tout le monde a peur de Tajmat. Vous savez, le tribunal d'internet, je ne suis pas un partisan, je ne suis pas un fervent partisan des gens qui se jettent en pâture et qui balancent des informations, parce que je ne suis pas un doxeur. Moi, mes informations, je les prends et je les divulgue uniquement aux forces de l'ordre, aux forces de l'ordre compétentes et avérées, donc en l'occurrence la police, la brigade antiterroriste, AOCAM, Celex, et oui, il y a un tas d'autres officiers qui sont accrédités à pouvoir prendre ces informations et à pouvoir en faire quelque chose d'utile, parce qu'un jour il va se passer quelque chose de très grave à cause de Tajmat. Celui-ci affirme vouloir une action des autorités, pourtant, il est intéressant de constater qu'outre nos révélations, il revendique fièrement être fiché S. Notre source, X, nous a également transmis un message audio, dans laquelle nous pouvons entendre Julien affirmer qu'il avait une milice. Et ils ont commencé à parler de ma milice. Et de là, en fait, ils ont essayé de soi-disant démanteler les personnes qu'il y avait dans ma milice à l'époque. Du coup, les flics, ils en pouvaient plus avec moi. Et ils savaient bien que j'étais armé. Ils ont fait plein de perquisitions pour essayer de trouver mes armes. Ils les ont jamais trouvées. Et en fait, ils avaient peur qu'à l'époque, je passe à l'action, à l'acte.
Donc j'ai fait partie en fait des 11 personnes les plus surveillées de Belgique dans les 10 terroristes d'extrême droite, un peu comme Jurgen Konings, tu vois, le militaire néerlandophone qui s'est malencontreusement suicidé, c'est bizarre. Il était armé jusqu'aux dents, il était formé comme moi aux armes, au combat et au reste. Sauf que lui, voilà, il a pris la décision de l'afficher et il s'est dit, voilà, maintenant je vais aller descendre les membres du gouvernement et après je terminerai par des mosquées. Manque de bol, le mec, voilà, il s'est suicidé, donc... Énormément d'autres doxings, notamment un qui court énormément pour le moment, d'une dame qui s'est fait jeter en pâture, donc son adresse et son identité s'est fait jeter en pâture par Tajmat, parce qu'elle a été doxée et son adresse a été diffusée un petit peu partout, et mettre toutes les informations, mais vraiment les informations qui peuvent en fait amener à un deuxième Samuel Paty. Ces gens appellent à la mort, et en l'occurrence ici, le dossier qui est ressorti ici récemment, c'est donc l'appellation au meurtre d'une dame. Concernant la prétendue menace envers une professeure, Julien fait référence à une affaire datée du 16 septembre 2023, où une internaute se réjouissait de la mort des civils libyens, lors de la tempête Daniel, ayant fait plus de 10 000 morts. L'identité de l'internaute a bien été retrouvée par notre service, mais nous l'avons signalé auprès du recteur de l'Académie de Paris, aucune information personnelle n'a été diffusée. Ces gens font de l'argent en plus de manière frauduleuse. En activité depuis plusieurs années, nous agissons bénévolement et les activités ne nous permettent pas d'engranger des bénéfices. À vrai dire, chaque enquête d'ampleur est un gouffre financier et nous apporte uniquement plus de problèmes à gérer. Une source financière nous permettrait d'augmenter le nombre d'enquêtes, renforcer notre sécurité et maximiser notre disponibilité. Il nous était important de déconstruire les accusations de celui-ci, car lors du montage de notre reportage, Julien a falsifié de nombreuses captures d'écran pour les transmettre à la DGSI, afin d'empêcher la diffusion du reportage. Le 26 septembre 2023, un article de Valeurs mentionne un groupe ayant fiché de nombreuses femmes maghrébines sur les réseaux sociaux. Une pseudo-journaliste, incapable de vérifier ces informations, nous a accusés d'être les auteurs de ce compte, car celui-ci avait une photo de profil et une biographie similaire. Le soir même, Julien s'était félicité d'avoir apporté l'information aux journalistes. Quelques jours après, il a souhaité ficher l'ensemble de nos abonnés pour les signaler aux autorités. Cette méthode a pour but d'effrayer ceux qui nous suivent pour diminuer la visibilité de notre dossier. Vous sollicite tout simplement à vous rendre sur le compte islamiste Taj Mahat et d'aller stalker, d'aller scruter un peu tous les commentaires de la page de fond en comble et d'aller avec nous. Nous allons référencer toutes les personnes qui sont encore présentes actuellement sur le compte. Nous devons absolument accélérer le processus ici de dissolution de Taj Mahat au plus vite parce que les dégâts sont de plus en plus énormes. Créant des fausses pages pour nous relier aux frères musulmans, des comptes affirmant que nous avions été piratés, nous ne pouvons évoquer toutes les tentatives de déstabilisation pour empêcher la diffusion du dossier, car le reportage durera 4 heures. Notre reportage devait s'arrêter ici, car le dossier permet de vous montrer de manière détaillée la manière dont des individus procèdent pour manipuler l'opinion et la manière dont ils s'organisent. Mais nous avons un dernier thème à évoquer avant de conclure. Il est important de parler de la manipulation auquel la population est confrontée en ce moment, suite à la guerre informationnelle qui fait rage au sein des médias. Actuellement, le conflit en Palestine s'est intensifié, vous avez certainement dû voir les nombreuses publications évoquant la situation. Une fois de plus, les mêmes personnes évoquent continuellement la situation, au point où nous pouvons nous demander si la bande de Gaza se trouve en France. Julien semble se réjouir d'une possible guerre civile. Ces personnes souhaitent-ils réellement la paix ? Récemment, il s'est étonné de notre silence concernant la Palestine. Celui-ci attendait que nous partagions une cagnotte, pour nous accuser de financer le terrorisme en nous reliant au Hamas. Le but de certains individus est de distiller de la peur en France, tout en faisant écho aux émeutes de juin, pour créer une psychose au sein des citoyens, à l'encontre de la diaspora. Ces va-t-en-guerre cherchent à importer le conflit pour appuyer leur idéologie et justifier une réaction physique. Multipliant les fake news.
publiant frénétiquement sur une guerre imminente en France, accusant leurs opposants de terrorisme. Soyez vigilants. La propagande massive qui est en cours dans différents pays a conduit un Américain à tuer un enfant de 6 ans d'origine palestinienne, au nom d'Israël. Ce crime terroriste a entraîné un attentat en Belgique, et nous sommes convaincus qu'il a été l'élément déclencheur de celui-ci. Cet individu avait évoqué l'attentat commis en Amérique, puis a décidé de porter allégeance à Daesh, 5 heures après, et a commis un attentat 1 heure après, faisant 2 victimes. Enfin, le parquet fédéral belge a indiqué que l'hypothèse du loup solitaire est la plus probable. Il est important de préciser que personne ne cautionne cet acte. On va mettre les choses au clair maintenant. Tous les Khawarij, les Daesh, les Al-Qaïda, les Khawarij de service, de toute façon, vous n'arrêtez pas de changer de nom, mais vous avez la même odeur et vous avez la même façon de parler. On vous déteste. On n'a rien à voir à faire avec vous. Les musulmans n'ont absolument rien à voir à faire avec vous. On vous déteste. Vous ne servez à rien que de faire de la fitna, faire de la discorde, apporter le sang, apporter la guerre, apporter les disputes entre les familles, mettre de la zizanie même avec des gens qui sont pas des musulmans mais avec lesquels on n'a pas de problème. Vous ne servez qu'à faire le désordre. Vous ne servez à rien d'autre. Vous ne savez pas utiliser, vous n'avez aucune compréhension de l'islam. Vous n'avez rien à voir avec le prophète alayhi salatu wassalam. Vous n'avez rien à faire avec cette sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On vous déteste. D'accord? Vous êtes les gens les plus méprisables qui existent dans cette création, subhanallah. On vous déteste, vous ne servez à rien. Vous donnez une mauvaise image de l'islam, subhanallah. Dans nos foyers, une fois qu'on va voir quelqu'un qui est en qamis ou en lihya, avec une barbe ou quoi que ce soit, on va vous confondre avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez apporté la mauvaise image. Vous avez été utilisé par les médias et vous aimez ça en vérité. Pourquoi? Parce que même vous détestez l'islam. Vous êtes capable de vous entretuer parce que vous n'avez absolument aucune compréhension. Vous êtes les gens les pires qui soient. La seule chose que vous arrivez à faire, c'est utiliser nos enfants, utiliser nos petits frères, utiliser des gens qui n'ont absolument aucune connaissance, mais qui ont quand même une certaine douleur, une certaine difficulté dans la vie, et vous les utilisez pour faire le mal avec vous. Sincèrement, vous n'êtes que des chiens. À part ça, vous n'êtes rien d'autre. Kileb Ahlan, c'est le prophète alayhi salam qui vous a donné cette description. Vous ne servez à rien du tout. Donc sincèrement, passez votre chemin parce qu'on vous connaît, on vous déteste, d'accord? Sachez qu'on vous déteste et on n'a absolument rien à voir à faire avec vous. En France, un sexagénaire d'origine maghrébine a été violemment agressé par 2 sionistes. Toujours en France, des témoins ont affirmé que des membres de la LDJ ou du Bétard s'organisent pour commettre des ratonnades. La vice-présidente de la LICRA a d'ailleurs affirmé qu'il s'agit d'une fausse information, une provocation à la haine raciale et un incite à la haine. Pourtant, la LDJ a bien été présente à République d'après leur propre page Facebook, et une victime a attesté avoir été agressée. Ils n'ont pas hésité à diffuser les coordonnées de Jean-Luc Mélenchon et Louis Boyard. On rappelle que la LDJ est la branche paramilitaire du Cash, organisation sioniste interdite par Israël eux-mêmes, et considérée comme organisation terroriste par les États-Unis. Quelques jours auparavant, un terroriste tua un professeur de français, Dominique Bernard, à Arras. Celui-ci avait également porté allégeance à Daesh avant de passer à l'acte. Il est évident que ce groupe terroriste tente également de tirer profit du conflit pour entraîner les musulmans dans une guerre. D'ailleurs, certains ont également essayé de nous relier à ce terroriste. L'accroissement des tensions entraînera les citoyens dans une psychose et touchera irrémédiablement la diaspora. Les va-t-en-guerre et les terroristes sont les 2 faces d'une même pièce, ils ont le même but. Les invectives quotidiennes permettent de légitimer auprès des plus faibles la propagande terroriste, qui aboutit à des attentats, dont les va-t-en-guerre se réjouissent de ce résultat, car ils peuvent affirmer haut et fort qu'ils avaient raison. Différents groupuscules par idéologie politique, possiblement diamétralement opposés entre eux, souhaitent voir l'apparition de débordements, quitte à les déclencher eux-mêmes. Ces événements sont beaucoup trop graves pour tolérer une quelconque récupération politique. Certains groupes d'extrême gauche participent également aux manifestations de soutien envers la Palestine, pour mener des prétendues intifadas. La répression politique, la pression médiatique et les conséquences de ces actions retomberont majoritairement sur la diaspora maghrébine, c'est encore celle-ci qui payera les pots cassés. C'est à la diaspora et à elle seule de déterminer la manière dont il faut réagir, nous ne tolérons aucune ingérence, qu'elle soit impérialiste ou paternaliste. Depuis des décennies, personne ne souhaite voir la diaspora maghrébine d'Europe se structurer. Nous pouvons rapidement évoquer la fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983, décrite par les médias comme la marche des beurs.
Lancé par la diaspora maghrébine pour dénoncer les nombreux meurtres dus aux ratonnades, les renseignements généraux avaient pour but de faire échouer la marche. La récupération et l'instrumentalisation politique par SOS Racisme a empêché la structuration de la diaspora. D'ailleurs, l'un des cofondateurs de SOS Racisme a récemment réagi au conflit et a jeté son opprobre envers les Palestiniens. L'Élysée comme l'Union des étudiants juifs de France se serait inquiété des kéfiers palestiniens portés par une partie des marcheurs et ne souhaitait pas que le mouvement obtienne un sentiment pro-palestinien. Les Maghrébins ont été marginalisés et éjectés de leur propre mouvement suite à la récupération politique. L'échec de la structuration de la diaspora maghrébine suite à la récupération politique a eu des conséquences terribles. La diaspora a toujours été considérée comme étant les responsables de tous les maux de la société ou comme des bulletins de vote. La solidarité maghrébine fait peur, car nous sommes capables de grandes choses et c'est d'ailleurs pour cette raison que la diaspora est quotidiennement attaquée, salie, car elle doit être désunie. Ensemble, nous pouvons changer notre situation. Élevons-nous socialement, travaillons durement et concentrons-nous sur notre foi. Ne soyez plus spectateurs mais acteurs au sein de la diaspora, vous pouvez rejoindre notre plateforme sur Discord, pour que chacun puisse à son humble niveau, aider et relever la communauté. Concernant les patriotes français, chacun est libre de choisir la destinée de son peuple et a le droit de soutenir qui il souhaite. Toutefois, il est important de se demander si des va-t-en-guerre ne les manipulent pas. Pourquoi ces personnes évoquent une guerre de civilisation alors qu'ils sont en France? Contre ces gens-là, je veux assurer Israël de notre soutien le plus total. Vous le savez, je suis moi-même juif, mais ceux qui me connaissent savent ma discrétion à ce sujet. Aujourd'hui, ce qui se passe en Israël dépasse le sort des Juifs, des Israéliens et même des Français. Le combat d'Israël est celui de notre civilisation. Pourquoi ne dénonce-t-il pas le fait que Netanyahou évoque clairement une guerre religieuse et non civilisationnelle? We are the people of the light, they are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. In the eternity of the Jewish people, we shall realize the prophecy of Isaiah. There will no longer be stealing at your borders, and your gates will be of glory. Together we will fight. Together we will win. Pourquoi Éric Zemmour demande aux musulmans de prendre de la distance avec leur religion, alors que celui-ci suit les prescriptions de la loi juive, et évoque une guerre de civilisation tout en se rendant en Israël, alors que la situation ne concerne nullement la France? Pourquoi au nom du patriotisme français, certains évoquent publiquement une adhésion politique qui ne concerne pas la France et font la promotion d'une armée coloniale étrangère? Comment peut-on faire confiance à des individus qui prônaient autrefois une neutralité, se retrouvent à devenir des serpillères d'un pseudo-État étranger? Pourquoi une personne dont les citoyens attendent de son mandat, une neutralité absolue et la protection de leurs intérêts, prend parti pour un conflit qui ne concerne la France ni de près ni de loin, au lieu de protéger les citoyens français contre une ingérence étrangère? Depuis quand la France est-elle en guerre? Pour quelles raisons les citoyens de confession musulmane doivent-ils s'expliquer et se justifier? Ils n'ont pas à se justifier tout comme les citoyens de confession juive n'ont pas à se justifier pour les bombardements de civils commis par Tsahal. De plus, un franco-israélien, nommé Ilan, a récemment créé une polémique car celui-ci avait publié une vidéo torturant des Palestiniens. Nous avons découvert que cette personne est un militaire de Tsahal. Celui-ci s'était moqué d'un bébé palestinien brûlé vif en 2015. Il semble proche du maire de Nice, Christian Estrosi, comme le montre cette photographie, et la publication de ce statut sur son profil Facebook. De plus, le père de Ilan, le soldat franco-israélien, connaît également personnellement le maire de Nice, Christian Estrosi. Nous savons que c'est Ilan qui avait demandé personnellement au maire des sanctions envers le joueur Youssef Attal. Pourquoi celui-ci ne condamne pas l'horrible vidéo postée par Ilan, malgré les nombreuses demandes des internautes? Pourquoi Éric Ciotti ne dénonce pas également celui-ci, alors qu'il est apparu publiquement auprès de Ilan, et lui avait également envoyé un message de soutien le 7 octobre?
Pourquoi Meyer Habib évoque une crainte de la sécurité de la civilisation judéo-chrétienne, alors que celui-ci avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis, pour avoir agressé violemment des citoyens français, avec une milice communautaire du Bétar, nommée l'Organisation Juive de Combat. Comment un député peut-il rester en fonction, alors que celui-ci entretenait une amitié avec Arnaud Mimran, en lien avec la pègre israélienne, actuellement en prison car suspecté d'avoir commandité 3 homicides? Pourquoi personne ne s'insurge sur le fait que Meyer Habib a menacé d'envoyer le Mossad à l'encontre d'un député français? Comment se fait-il que la procédure judiciaire concernant les tags antisémites en Île-de-France a été classée, alors que les auteurs avaient déclaré qu'ils avaient été payés par une personne tierce, pour taguer des étoiles de David? Qui est le commanditaire de cette action? Peut-on accorder une confiance envers une personne qui dit tout et son contraire à la télévision, selon le public qu'il a en face? Aujourd'hui, l'islam est la 2e religion de France. Plus l'islam grandit en France, dans la République française, moins il y a de républiques, moins il y a de France, et plus effectivement le risque d'attaque terroriste est important, parce qu'il y a un continuum. عمرنا ما تكلمنا عن الإسلام أو على أي ديانة. مفيش أي علاقة ما بين الإسلام والإرهاب وده أنا قلت ذلك في أول الحديث. مفيش أي علاقة. Ceux qui attaquent en bout de chaîne les islamistes sont effectivement des musulmans. D'ailleurs, moi je parle de musulmans radicaux et non d'islamistes parce que le mot islamiste est un mot commode pour dédouaner finalement l'islam. Donc ce sont des musulmans radicaux. نحن نتكلم عن المتطرفين المجاهدين الإسلاميين وهم مجاهدين ومجرمين ليس لهم صلة بالإسلام. كل الناس اللي بتفهم من وراء كلمة إرهابي إن إحنا بنتحدث عن الإسلام دي ناس بترتكب جريمة كبيرة في حق. Pourquoi ces prétendus patriotes, dont le christianisme semble être si cher à leur cœur, ne dénoncent pas les chrétiens persécutés par la politique coloniale sioniste et le vol de leurs maisons, sur les territoires occupés? Ce qui se passe ici, c'est un peu une dinguerie. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, là où il y a les drapeaux israéliens, eh bien, ça là-bas, c'était des appartements qui appartenaient à des chrétiens. Et en fait, tout était chrétien. Et les chrétiens sont partis à la messe, les colons sont arrivés chez eux et ils les ont pris. Comme ça, gratos. Ça veut dire, si toi tu pars, ils prennent ta maison. Je dois aller à l'église dire, je dois quitter pour 6 mois et ils vont mettre quelqu'un d'autre à ma maison. Pas. Là, c'est quoi les drapeaux israéliens, tous les drapeaux? Ce sont des colons qui ont pris la carte chrétienne de la porte de Jaffa jusqu'à Saint-Sépulcre. Pendant que c'était Pâques chez nous, on était à la messe, les églises, on était au Pâques, on dort vendredi saint jusqu'à samedi saint au Saint-Sépulcre. Et ils ferment la porte. Le gardien de la porte du Saint-Sépulcre, c'est avec un musulman. Il a rentré chez lui à Ramallah. Les magasins, ils ont couru chez nous à l'église en nous disant retournez, vos maisons sont en train à prendre. Qui a pu retourner et sortir de l'église a repris sa maison, mais qui non, c'est devenu un drapeau israélien. Et ils ne peuvent pas les reprendre. Ça, c'est notre problème à Jérusalem. Pourquoi Jean Messia a déclaré que l'église à Gaza n'a pas été bombardée, alors que l'église orthodoxe de Jordanie a confirmé les faits? Pourquoi celui qui se revendique comme étant chrétien d'Orient ne prend pas en considération les affirmations de l'association SOS Chrétiens d'Orient? En Terre Sainte, des Israéliens juifs radicaux persécutent impunément des Palestiniens chrétiens. Je vous retrace les événements de ces derniers mois. Ces derniers jours, alors que les chrétiens de Terre Sainte célébraient la Semaine Sainte, le gouvernement israélien a décidé d'interdire l'accès au Saint-Sépulcre à des milliers de fidèles. Ce lieu est pourtant le plus important pour la chrétienté puisqu'il renferme le tombeau du Christ. Sur les réseaux sociaux, des vidéos révoltantes ont été partagées. Elles montrent des hommes armés qui agressent violemment des fidèles qui tentent d'accéder à leur église. Mais les persécutions du gouvernement ne s'arrêtent malheureusement pas là. 2 députés d'un parti juif ultra-radical, membres de la majorité gouvernementale, aimeraient envoyer en prison toute forme de prosélytisme chrétien. Concrètement, les chrétiens seraient interdits de faire l'apologie du christianisme, ce qui pourrait même empêcher le catéchisme. Une loi qui, si elle est adoptée, est digne des États les plus répressifs. Et cette loi s'inscrit dans une vague antichrétienne beaucoup plus profonde. Les responsables religieux locaux
tente d'alerter depuis plusieurs mois sur ce qu'il se passe en Terre Sainte. Le père Nicodème Schnabel de l'abbaye de la Dormition parle même d'actes antichrétiens soutenus et encouragés par le gouvernement. Pour le patriarcat grec-orthodoxe, la présence chrétienne en Terre Sainte serait en grand danger. Et en effet, depuis le début de l'année, on recense déjà 7 actes antichrétiens commis par des citoyens israéliens. Dès le 1er janvier, une trentaine de tombes chrétiennes ont été détruites dans le cimetière de Montsion. Le 12 janvier, un centre communautaire maronite a été complètement saccagé. Le même jour, des graffitis appelant à tuer les chrétiens ont été tagués sur le siège du patriarcat arménien. Le 26 janvier, un restaurant arménien est attaqué par 40 individus qui crient « Les musulmans en Syrie, les chrétiens au Vatican et mort aux Arabes ». Le 28 janvier, des jeunes habillés en colons sont venus menacer et agresser des chrétiens qui habitaient le quartier arménien. Le 2 février, une statue du Christ a été volontairement brisée par un touriste juif américain dans un couvent franciscain. Le 19 mars, un homme est entré dans le tombeau de la Sainte Vierge et a frappé un prêtre avec une barre de fer. Dans la quasi-totalité de ces attaques, les agresseurs n'ont pas été condamnés et les réactions des autorités ont été très discrètes. Et enfin, en avril, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un groupe de jeunes juifs cracher devant 2 religieuses à l'entrée d'une église. La situation des Palestiniens chrétiens comme celle de leurs compatriotes est donc de plus en plus préoccupante dans un contexte de radicalisation du gouvernement israélien. Pourquoi son directeur de cabinet est-il présent dans un canal Telegram antisémite? Cette présence dans ce canal représente-t-il les valeurs de l'Institut Vivre Français, créé par Jean Messia? Pourquoi demande-t-il uniquement à des célébrités d'origine maghrébine de s'exprimer sur le conflit et les accuse d'être des propagandistes du Hamas, lorsqu'ils expriment leur solidarité envers le peuple palestinien? En fait, il est un élément de propagande du Hamas. Ces individus sont-ils, selon leurs propres mots, des propagandistes de Tsahal, puisqu'ils n'ont exprimé aucun soutien envers les 4000 civils palestiniens tués lors des raids israéliens? Nous avons dit que vous posez une question, je pose une question. Vous avez raison, je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza? Des civils. J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis de Ragnel veut intervenir. Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui? Enfin, ils se défendent là, les Israéliens. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza? Mais qui a... C'est ma question. Mais cher, comment dire, Mohamed... Vous voyez, on joue pas le même jeu. Mais je vous réponds. Non, on a dit oui ou non. On n'a rien dit d'autre. Eh ben moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner puisque ça s'appelle une réponse. Donc vous avez dit non. Bah oui. Ok, c'est bon. Donc on continue si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bah, c'est-à-dire que c'est un peuple qui a... C'est-à-dire qu'en fait, Israël ne vise pas des civils. Ah bon? Pourquoi évoque-t-il le fait que les civils ne sont pas visés, alors que les médias sionistes affirment haut et fort qu'ils ne font aucune distinction entre le Hamas et les civils? Les choses. Voilà, comme toujours, moi je me fichais éperdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza, qui, il ne faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Donc important, on ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza, c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est des territoires qui, pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire, certes, mais voilà, on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, elles nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On va pas, ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. C'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop ça, moi, l'inquiétude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoire, on a la Torah pour nous guider. La Torah, c'est arrivé ce drame. On va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Bereshit. Rachid nous dit un commentaire très beau, de parler aux nations, de dire quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient, donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça, je peux vous le dire. Ça,
והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל יום, היא תגידו, אם היה צהל בשואה, מה היינו עושים לנאצים? מה היינו אומרים לראש הממשלה ולרמטכ"ל לעשות לנאצים אם צהל היה בשואה? מה היינו אומרים להם לעשות? אל תפגע בבלתי מעורבים? תפגע בנאצים, אבל רק בוורמאכט ובגסטאפו ובאס-אס, אל תפגע בבלתי מעורבים. באמת? זה מה שהיינו אומרים? לא, לא, לא. אני אצטט את צ'רצ'יל בשיחתו עם לורד האו, מפקד הרויאל איירפורס, חיל האוויר הבריטי, לפני כניעת הנאצים. שבוע לפני כניעת הנאצים, כבר בעלות הברית ממערב ומזרח סוגרות על ברלין, מובן שהאירוע הסתיים האירוע. שבוע אחרי זה היטלר כבר בבונקר מת, התאבד או שהרוסים הרגו אותו, whatever, מה שקרה שם. ובא צ'רצ'יל, אומר ללורד האו, תפציץ את דרזדן, עיר תעשייתית שיש בה 80,000 איש, 100,000 איש, סליחה. אומר לו לורד האו, אבל יש שם המון אזרחים חפים מפשע גרמנים. אומר לו צ'רצ'יל את המשפט הבא, מתועד, אין גרמנים חפים מפשע. אין גרמנים חפים מפשע. אין חמאסניקים, אין עזתים חפים מפשע. אנחנו לא חיות, אנחנו לא חלאות כמוהם. אבל שיסתתרו טוב טוב אנשים והילדים והזקנים. וכל האחרים, דמכם בראשכם. אין חפים מפשע בעזה. האירוע הזה הסתיים. עכשיו יש צה"ל, הזדמנות, עכשיו. הזדמנות עכשיו, להראות לכל האנשים שעשו את הפוגרומים ולכל העמים ולכל מי שמתכנן צפונה, מה עושה ישראל כשיש לה צה"ל. תראו מה זה צדק יהודי. אתם תראו מה זה צדק יהודי, עזתי. אפילו לא התחלנו איתכם. אנחנו אפילו לא מדגדגים את קצה הדגדוג של דגדוג ההתחלה של העונש. לא ראיתם כלום. מבטיח לכם שלא ראיתם כלום. Pourquoi ceux qui sont si prompts à dénoncer une ingérence étrangère ne dénoncent pas le fait que la France est le pays le plus visé par des contenus émanant d'un ministère étranger? Pourquoi la mort de 2 enfants français, dont le logement a été délibérément visé par les bombardements israéliens car la mère de famille, d'origine et de citoyenneté française, fait partie d'un groupe humanitaire, n'a provoqué aucune condamnation politique de leur part? Pourquoi Éric Zemmour, qui prétend défendre la France et souhaite selon ses dires, protéger la France du grand remplacement, protège un État qui agit selon ses propres propos, de la même manière qu'il dénonce? Israël se situe ici, en Palestine. D'abord, le sionisme. À partir des années 1880, certains juifs européens réclament d'obtenir leur propre État. Pourquoi ? Notamment parce qu'à travers les siècles, les juifs ont régulièrement été victimes de persécutions en Europe. Naît alors le sionisme, un mouvement politique qui a pour but de créer un État qui appartiendrait aux juifs et dans lequel ils seraient donc en sécurité. Les sionistes commencent alors à revendiquer politiquement ce territoire. Et ce qui va donner du poids à cette revendication, c'est le soutien du Royaume-Uni. Pendant plusieurs siècles, la Palestine est une région de l'Empire ottoman. Elle est habitée par des populations arabes. Parmi eux, il y a une majorité musulmane, mais aussi des minorités chrétiennes et juives. Mais après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre et le Royaume-Uni récupère le contrôle de la région. Et pour tout un tas de raisons politiques, il soutient l'immigration des Juifs en Palestine. Entre 1929 et 1939, 180 000 Juifs s'installent en Palestine. En réaction, à partir des années 1930, il y a des révoltes arabes contre l'administration britannique et l'immigration juive. Et ces révoltes sont violemment réprimées. Et puis 6 millions de Juifs sont exterminés par les nazis en Europe, ce qui pousse d'autant plus de Juifs à fuir en Palestine. Bref, à ce moment-là, les tensions entre les nouveaux arrivants et ceux qui étaient déjà présents depuis longtemps sur le territoire sont très élevées. Et les Britanniques décident de se désengager de cette situation délicate. L'ONU propose alors une solution de partage de la zone, avec la constitution de 2 États. Les Juifs minoritaires se voient attribuer un plus grand territoire que les Arabes. Les autorités arabes refusent alors ce traité. En l'absence d'accord, l'État d'Israël décide de proclamer unilatéralement son existence et immédiatement les pays arabes voisins lui déclarent la guerre. C'est le début du conflit israélo-palestinien, marqué par des guerres, des conflits et la colonisation israélienne de territoires palestiniens. Pourquoi ces mêmes prétendus patriotes semblent se réjouir du blocus à l'encontre des civils, alors qu'un ancien officier militaire, qui a voué sa vie à protéger les intérêts de la France, dénonce également le blocus? Un peu de mal avec cette notion de corridor humanitaire. En général, c'est le truc qu'on invente, qu'on sort de son chapeau, quand on ne veut pas condamner une opération militaire qui n'est pas soutenable. Assiéger la bande de Gaza, comme au Moyen-Âge, parce que c'est ça que va faire l'armée israélienne, parce qu'elle a été agressée, pardon, c'est moi qui termine, parce que l'armée israélienne est horriblement vexée d'avoir perdu la première phase de la guerre, où elle n'a absolument pas vu venir les choses, et surtout elle a été très lente en réaction par rapport aux massacreurs qu'a envoyé Hamas. Mais du coup, aujourd'hui, l'ONU l'a rappelé, assiéger une population civile,
c'est un crime de guerre. Donc je suis juste étonné que les États-Unis, comme la France, ne disent pas non, attendez, le problème c'est pas le corridor humanitaire, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait un siège de la bande de Gaza. Le Hamas n'est pas la bande de Gaza. Donc faire la guerre à la bande de Gaza pour mettre fin au Hamas, c'est un non-sens d'un point de vue militaire. Les frappes auxquelles j'assiste, vous l'avez rappelé, plus de 2000 cibles touchées. Ce sont essentiellement une source gouvernementale israélienne qui des moyens de bombardement aérien et de bombardement terrestre. J'ai guidé pendant des années ce genre de bombardement. Pardon, mais avec ça, dans une zone comme Gaza, vous ne faites que des dommages collatéraux. Pour tuer une personne, vous en tuez 50. Donc pour moi, cette guerre, elle va surtout légitimer le Hamas pour les 10 prochaines années. C'est une impasse sanglante dans laquelle s'est lancé Netanyahou pour sa propre survie politique. Que moi, je tiens de sources israéliennes que l'alerte sur l'attaque du Hamas a été remontée au gouvernement. Ce que n'arrivent pas à me dire les services de renseignement, c'est est-ce qu'elle a été noyée dans une multitude d'alertes qui fait que le gouvernement est légitime de dire on n'a pas vu celle-ci plus que les 15 autres par jour, ou est-ce qu'elle a été écartée parce que en fait, ça ne les désarrangeait pas qu'il y ait cette guerre. Et ça, jusqu'au bout, on aura l'incertitude sur cette question qui est horrible. Pourquoi cet énième membre du parti Reconquête, qui soutient ardemment Israël et fustige le vivre ensemble, avait adhéré à un groupe skinhead lors de son adolescence, tout en sachant que ce même groupe avait auparavant déclaré mettre une balle aux sionistes? Ces prétendus patriotes souhaitent-ils importer le conflit pour mener une guerre par procuration, ou pour justifier une haine auprès d'une autre catégorie de gens? Aiment-ils réellement la France comme ils le prétendent ou sont-ils à la solde d'intérêts extérieurs et étrangers à celui-ci? Pourquoi la majorité des va-t-en-guerre adhèrent ou sont membres du parti Reconquête? L'ensemble de ces questions peuvent être résumées en une seule question. Qui est réellement Soutakia?